Je m'appelle Aminata Diallo. Et ce vous me voyez aujourd'hui dans cette petite cuisine à Aubervilliers, avec mon café refroidi sur la table et les mains que je n'arrive plus à tenir tranquilles, vous ne devineriez jamais ce que j'ai traversé ces 2 dernières années. Vous penseriez peut-être que je suis une vieille femme ordinaire, l'une de celles qu'on croise dans le métro sans vraiment regarder. Mais ce que j'ai découvert un soir de novembre dans ce téléphone posé sur le canapé du salon a tout changé. Pas seulement pour moi, pour toute la famille. Et personne, vraiment personne, n'était prêt à entendre cette vérité-là. Mon mari s'appelait Gérard Moreau. Un homme discret, pas méchant. Du moins, c'est ce que je croyais. On s'était rencontrés il y a 31 ans à Lyon, dans un quartier où les gens se connaissaient encore par leur prénom, où les voisins frappaient encore à la porte pour apporter une part de tarte. Gérard travaillait dans une entreprise de logistique. Moi, j'avais un poste dans une crèche municipale pendant des années. On n'était pas riches, mais on avait une vie. Un appartement correct à Villeurbanne, 2 enfants, des habitudes simples. Et puis, il y a eu la retraite. Et tout a commencé à changer lentement, si lentement que je n'ai pas vu venir ce qui allait m'écraser. La sœur de Gérard s'appelle Sylvie Moreau, devenue Sylvie Garnier après son mariage. Elle a 10 ans de moins que lui, elle a toujours été celle qu'on regardait entrer dans une pièce. Grande, blonde, avec cette façon de parler qui fait croire aux gens qu'elle sait tout mieux que tout le monde. Depuis le début de notre mariage, Sylvie m'avait regardée avec ce sourire particulier, celui qu'on réserve aux choses qu'on tolère sans vraiment accepter. Je ne lui avais jamais rien fait. Je lui offrais des cadeaux à Noël, je gardais ses enfants quand elle en avait besoin, je préparais à manger quand elle venait. Mais il y avait toujours quelque chose dans ses yeux quand elle me regardait. Quelque chose que je n'arrivais pas à nommer à l'époque. La première fois que j'ai senti que quelque chose n'allait pas, c'était un dimanche après-midi. Gérard était rentré d'une course qu'il était censé faire seul et j'avais remarqué qu'il avait les mains légèrement tachées de peinture. Pas le genre de peinture qu'on attrape en passant devant un mur frais. Le genre qu'on a quand on passe 2 heures à poncer et repeindre des volets. Je lui avais demandé d'où venait ça. Il m'avait répondu que Sylvie avait eu besoin d'un coup de main pour quelques réparations chez elle. J'avais hoché la tête. Je n'avais rien dit. Mais quelque chose s'était mis à tirer doucement dans ma poitrine, comme un fil qu'on commence à effilocher. Avant de continuer, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment. Appuyez sur le bouton rouge et activez la cloche pour ne manquer aucune histoire. Ce qui s'est passé ensuite, vous n'allez pas le croire. Dans les semaines qui ont suivi ce dimanche, j'ai commencé à remarquer d'autres choses. Des petites absences de Gérard en semaine, des fins d'après-midi où il rentrait plus tard sans vraiment expliquer pourquoi. Il disait qu'il aidait Sylvie à organiser ses affaires depuis que son mari Franck était parti en déplacement professionnel longue durée en Allemagne. Ça semblait raisonnable. Franck travaillait dans l'industrie automobile. Ses allers-retours existaient depuis des années. Et Sylvie vivait seule avec ses 2 adolescents dans un pavillon à Bron. C'était logique qu'elle ait besoin d'aide. Je me répétais ça le matin en me levant. Je me répétais que j'étais une femme raisonnable, que la jalousie était une mauvaise conseillère, que Gérard avait simplement un sens aigu de la famille. Mais la jalousie n'avait rien à voir là-dedans. Ce n'était pas ça qui me rongeait. C'était autre chose. C'était le sentiment d'être mise sur le côté, lentement, sans bruit, comme un meuble qu'on déplace quelques centimètres chaque jour et dont on s'aperçoit un matin qu'il n'est plus à la même place qu'avant, sans pouvoir expliquer quand ça s'est passé. Sylvie avait commencé à appeler Gérard presque tous les soirs. Pas pour des urgences, pour des questions ordinaires. Est-ce qu'il pouvait venir samedi pour regarder le robinet de la cuisine qui coulait un peu? Est-ce qu'il pouvait passer lundi matin pour accompagner le plus jeune chez le médecin parce qu'elle avait une réunion au travail qu'elle ne pouvait pas annuler? Est-ce qu'il pouvait venir aider à déplacer des cartons dans le grenier parce que ses reins à elle n'étaient plus ce qu'ils étaient? Gérard disait oui à chaque fois. Il ne réfléchissait même pas. Il posait simplement sa tasse de café, prenait ses clés et disait qu'il n'en avait pas pour longtemps. Un soir, j'avais osé lui dire que ça commençait à peser. Pas avec de la colère, non. J'avais choisi mes mots. Je lui avais dit que j'avais l'impression qu'on passait de moins en moins de temps ensemble depuis quelques mois, que Sylvie semblait être devenue sa priorité et que ça me mettait mal à l'aise. Il m'avait regardé avec cet air qu'il prenait parfois, cet air entre la surprise et l'agacement. Et il avait dit que c'était sa sœur, que la famille c'était sacré, et que si je ne le comprenais pas, c'est que je n'avais pas le même rapport à la famille que lui. Ça m'avait cloué sur place.
Je suis sénégalaise. Ma mère a élevé 6 enfants seuls après la mort de mon père. J'ai grandi avec la notion de famille chevillée au corps depuis avant même de savoir écrire mon prénom. Mais j'avais gardé le silence. J'avais avalé ça comme on avale une chose amère et j'étais allée faire la vaisselle. Ce qui m'a vraiment blessée, ce ne sont pas ses absences. Ce sont les moments où Sylvie était présente. Parce qu'elle venait aussi chez nous, bien sûr. Pour dîner, pour le week-end, pour les anniversaires. Et dans ces moments-là, elle avait cette façon de s'installer dans mon appartement comme si c'était le sien. Elle se levait pour chercher elle-même les choses dans mes placards sans demander. Elle commentait la façon dont j'avais disposé les meubles. Elle disait à Gérard des petites choses devant moi, des souvenirs d'enfance qui m'excluaient, des références à des gens que je ne connaissais pas, des blagues internes dont elle ne prenait jamais la peine de m'expliquer le contexte. Et Gérard riait. Il riait de ce rire de complicité qu'il n'avait plus vraiment avec moi depuis longtemps. Un dimanche en particulier, en décembre, il y avait eu un repas de famille chez nous. Mes 2 fils étaient présents, Théo et Malik, ainsi que leurs compagnes, et Sylvie était venue avec ses adolescents. J'avais cuisiné tout l'après-midi. Un poulet rôti, des légumes, une tarte aux pommes que j'avais faite en suivant la recette de ma belle-mère, morte 4 ans auparavant. Quand tout le monde s'était installé à table, Sylvie avait regardé les plats et elle avait dit, avec ce sourire qu'elle avait, que le poulet avait l'air bien cuit, ce qui en français correct voulait dire que le poulet avait l'air sec. Elle avait dit ça à voix basse mais suffisamment haute pour que tout le monde entende. Gérard n'avait rien dit. Mes fils n'avaient rien dit. Tout le monde avait fait semblant de n'avoir rien entendu. Et moi, j'étais restée assise là, avec le sourire que j'avais appris à plaquer sur mon visage dans ces moments-là. Ce sourire qui ne monte jamais jusqu'aux yeux. Après le repas, pendant qu'on débarrassait la table, Sylvie s'était approchée de moi dans la cuisine. Elle m'avait mis la main sur l'épaule, un geste qui ressemblait à de la gentillesse, mais qui ne l'était pas, et elle m'avait dit tout doucement que Gérard lui avait confié qu'il était un peu fatigué en ce moment, que la retraite ne se passait pas exactement comme il l'avait imaginé. Elle avait dit ça comme si elle me rendait un service, comme si elle était la gardienne de la vérité sur mon propre mari. J'avais répondu merci, rien d'autre. Et elle était repartie dans le salon avec ce pas léger qu'avec les femmes qui pensent avoir gagné quelque chose. Les mois ont continué. Janvier, février, mars. Gérard partait 2 ou 3 fois par semaine chez Sylvie. Parfois, il rentrait pour dîner. Parfois, il m'appelait pour me dire qu'il mangerait là-bas parce qu'il était trop tard pour rentrer à temps. Je n'ai jamais fait de scène. Ce n'est pas ma façon d'être. J'ai grandi dans une maison où les femmes tenaient les choses ensemble dans le silence et j'avais hérité de ça comme on hérite d'une façon de tenir les assiettes. Mais à l'intérieur, quelque chose se rétrécissait. Quelque chose que je n'arrivais pas encore à nommer mais qui prenait de la place chaque jour un peu plus. C'est en avril que Sylvie a commencé à rire de ma douleur de façon plus ouverte, pas devant tout le monde. Toujours dans ces moments à la lisière, ces moments où il n'y a pas assez de témoins pour que ça compte vraiment. Un après-midi où elle était passée chez nous récupérer des affaires que Gérard lui avait réparées, elle m'avait trouvée dans le couloir avec un sac de courses. Elle m'avait regardée et elle avait dit, comme ça, l'air de rien, que j'avais l'air fatiguée, que la retraite, c'était peut-être plus difficile pour certaines personnes que pour d'autres. Et elle avait eu ce petit rire. Bref, discret, mais réel. Un rire de quelqu'un qui sait quelque chose que vous ne savez pas encore. Un rire qui m'avait traversé comme un courant d'air froid. Je lui avais demandé ce qu'elle voulait dire. Elle avait secoué la tête, avait dit que ce n'était rien, qu'elle plaisantait, et elle était sortie avec les affaires de Gérard sous le bras. J'étais restée dans le couloir, les courses à la main, le cœur qui battait un peu trop vite. Et pour la première fois depuis des mois, j'avais pensé clairement ce que je n'avais pas voulu me formuler jusqu'alors. Il se passait quelque chose. Je ne savais pas encore quoi, mais il se passait quelque chose. Ce soir d'avril-là, Gérard était rentré vers 21h. Il avait dit qu'il avait aidé Sylvie à réorganiser le salon, que ça lui avait pris plus de temps que prévu. Il avait mangé le dîner que j'avais gardé au chaud pour lui, il avait regardé un peu la télévision et il s'était couché. Avant de s'endormir, son téléphone avait vibré une fois sur la table de nuit. Il dormait déjà ou faisait semblant de dormir. J'avais regardé l'écran s'allumer dans le noir. Je n'avais pas pu lire le message. Juste le nom de l'expéditeur qui s'affichait pendant 2 secondes avant que l'écran ne s'éteigne. Sylvie. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas vraiment. Je restais allongée dans le noir à écouter la respiration de Gérard. Cette respiration régulière et tranquille de quelqu'un qui n'a rien sur la conscience,
ou de quelqu'un qui a appris à faire semblant. Le téléphone était posé entre nous sur la table de nuit, écran vers le bas. Je ne l'avais pas touché. Je ne suis pas ce genre de femme. Toute ma vie, j'avais cru que le respect qu'on donne aux autres vous revient d'une façon ou d'une autre. Toute ma vie, j'avais cru que la dignité protégeait. Cette nuit-là, pour la première fois, j'ai commencé à douter de tout ce que j'avais cru. Le lendemain matin, Gérard s'était levé de bonne heure. Il avait dit qu'il devait passer à la banque avant d'aller aider Sylvie à faire quelques courses parce qu'elle avait eu un problème avec sa voiture et qu'elle ne pouvait pas conduire ce jour-là. Je lui avais servi son café. Je lui avais dit « bonne journée ». Et dès que la porte s'était refermée derrière lui, je m'étais assise à cette même table de cuisine, les mains à plat sur la toile cirée, et j'avais réfléchi, pas avec de la colère, avec cette clarté froide qui vient parfois quand on a passé une nuit entière à retourner les choses dans sa tête. Je savais que je ne pouvais pas continuer comme ça, pas parce que je voulais faire une scène ou provoquer une confrontation, mais parce que vivre dans le flou, dans ce sentiment d'être mise à l'écart sans comprendre pourquoi, c'était une façon de s'effacer soi-même. Et je m'étais trop effacée comme ça depuis trop longtemps. Ce sont les semaines qui ont suivi qui m'ont amenée à ce soir de novembre que je vous ai mentionné au début. Parce qu'entre avril et novembre, il s'est passé des choses que je n'aurais jamais imaginées. Des choses qui, quand je les repasse dans ma tête aujourd'hui, me font me demander comment j'ai pu ne pas voir plus tôt. Ou peut-être que je voyais et que je choisissais de ne pas regarder. Il y a une différence entre ne pas voir et refuser de voir. Je crois que pendant longtemps, j'avais fait le deuxième. En mai, Gérard m'avait annoncé qu'il voulait prêter de l'argent à Sylvie. Pas une petite somme, 12 000 €. Il avait dit que Sylvie avait des problèmes financiers depuis que Franck était parti, que son salaire ne couvrait plus toutes les charges du pavillon, qu'elle avait peur de perdre la maison si elle ne régularisait pas certaines dettes. Il avait dit ça avec cet air qui n'admettait pas de discussion, cet air qu'il prenait de plus en plus souvent depuis quelques mois. J'avais demandé si on avait parlé de remboursement, à quel rythme, avec quelle garantie. Il m'avait regardé comme si ma question était une indécence. Il avait dit que c'était sa sœur, pas une inconnue, qu'on ne parlait pas de garantie avec la famille. J'avais demandé si on pouvait au moins en discuter ensemble avant de décider, parce que 12 000 €, c'était une partie de nos économies. L'argent qu'on avait mis de côté pendant des années pour des projets qu'on n'avait jamais encore nommés clairement, mais qui existaient dans notre vie comme une promesse. Un voyage peut-être, des travaux dans l'appartement, une réserve pour les imprévus. Gérard m'avait dit que c'était déjà décidé, qu'il avait déjà dit oui à Sylvie, que me l'annoncer maintenant c'était par respect pour moi, pas pour avoir ma permission. Je suis restée silencieuse, j'ai hoché la tête, et quelque chose en moi s'est fissuré à ce moment précis, silencieusement, comme une vitre qui craque sous la pression avant de céder complètement. En juin, Sylvie avait commencé à parler de rénovation dans son pavillon, des rénovations importantes. Elle voulait refaire la salle de bain, changer les fenêtres du premier étage, reprendre la façade. Et Gérard avait commencé à passer des journées entières là-bas, parfois même le week-end complet. Il rentrait épuisé, les vêtements couverts de poussière ou de peinture, et il mangeait à peine avant de s'endormir. Je lui préparais à dîner. Je gardais son assiette au chaud. Je ne disais rien, mais je regardais. Je regardais tout avec cette attention nouvelle que j'avais développée depuis cette nuit d'avril où j'avais vu son nom s'allumer sur le téléphone dans le noir. Ce qui me blessait le plus, ce n'était pas le travail qu'il faisait pour elle. C'était la façon dont il en parlait, avec une énergie qu'il n'avait plus pour notre propre vie depuis longtemps. Il décrivait les travaux du pavillon de Sylvie avec des détails, de l'enthousiasme. Il savait exactement quelle couleur elle avait choisie pour les murs de la salle de bain. Il savait quel modèle de fenêtre elle avait commandé et pourquoi ce modèle-là était mieux que l'autre. Il savait des choses sur la vie quotidienne de sa sœur qu'un frère n'a normalement pas de raison de savoir. Et quand je lui posais une question sur notre propre appartement, sur quelque chose qu'on avait évoqué de faire depuis des années, il soupira légèrement avant de répondre. Août est arrivé. Nos fils avaient proposé qu'on parte quelques jours tous ensemble dans le sud. Une location simple près de Montpellier, du temps en famille. Gérard avait dit qu'il ne pouvait pas, que Sylvie avait besoin de lui cette semaine-là pour superviser les derniers travaux. Théo avait regardé son père avec un visage que je n'oublierai pas. Ce visage de quelqu'un qui comprend quelque chose mais choisit de ne pas le dire. Malik avait changé de sujet. Et on n'était pas parti dans le sud cet été-là. C'est à ce moment précis, en août, que Sylvie m'a dit quelque chose que je n'ai jamais répété à personne jusqu'à aujourd'hui.
On était toutes les deux dans le couloir de son pavillon un après-midi où j'étais passée déposer Gérard pour les travaux. Elle était sortie pour me dire bonjour, ou pour ce qu'elle appelait me dire bonjour. Et elle m'avait regardée avec ce sourire qu'elle avait, ce sourire particulier, et elle avait dit, presque comme une confidence, que Gérard était vraiment quelqu'un de bien, que peu de gens avaient cette générosité-là, cette façon de s'investir pour ceux qu'ils aimaient. Et puis elle avait ajouté, la voix plus douce encore, que c'était dommage que tout le monde ne sache pas l'apprécier à sa juste valeur. Elle n'avait pas dit mon nom. Elle n'en avait pas eu besoin. J'avais souri. J'avais dit qu'elle avait raison, que Gérard était quelqu'un de bien. Et j'étais repartie vers le métro avec cette phrase dans la tête qui tournait comme une toupie. Dommage que tout le monde ne sache pas l'apprécier à sa juste valeur. J'avais marché longtemps ce jour-là avant de prendre le métro. J'avais besoin de l'air, même l'air chaud et gris d'un après-midi d'août à Bron. J'avais besoin de mettre un pied devant l'autre et de sentir que j'existais encore dans cet espace que quelqu'un essayait doucement de me faire quitter. Septembre avait amené une nouvelle conversation avec Gérard. Je lui avais demandé, calmement, ce qu'il ressentait dans notre mariage en ce moment. Ce n'était pas facile à formuler. Ce n'est jamais facile de poser cette question à quelqu'un qu'on a aimé pendant 31 ans. Mais je l'avais posée parce que je savais que si je ne la posais pas, la réponse allait finir par m'arriver autrement, par un chemin que je n'aurais pas choisi. Il avait été silencieux un long moment. Et puis, il m'avait dit que tout allait bien, qu'il était juste fatigué, que la retraite c'était une transition difficile, qu'il avait besoin de se sentir utile et que aider Sylvie lui donnait ce sentiment-là. Je l'avais écouté, j'avais dit que je comprenais. J'avais dit qu'on pouvait chercher ensemble d'autres façons pour lui de se sentir utile, qu'on pouvait peut-être s'investir dans quelque chose ensemble, un projet commun, un bénévolat, n'importe quoi. Il avait dit que c'était une bonne idée. Il n'en avait plus jamais reparlé. Octobre. Sylvie organisait une soirée chez elle pour fêter la fin des travaux. Elle avait invité une vingtaine de personnes, des amis à elle, des voisins, quelques membres de la famille Moreau. Elle m'avait envoyé un message pour me dire que j'étais bien sûr la bienvenue. Ce message, je l'avais relu plusieurs fois. La façon dont il était écrit. Vous êtes bien sûr la bienvenue. Pas nous, pas venez tous les deux. Moi, séparément. Comme si ma présence était une autorisation accordée, pas une évidence. J'étais allée quand même. J'avais mis une robe que j'aimais, une robe bordeaux que Gérard m'avait offerte pour nos 25 ans de mariage. J'étais arrivée et Sylvie m'avait accueillie avec le même sourire, m'avait présentée aux gens que je ne connaissais pas comme la femme de son frère, pas comme Aminata, pas par mon prénom, la femme de son frère. Et pendant toute la soirée, Gérard avait gravité autour d'elle, l'avait aidée à servir les boissons, avait ri avec ses amis, avait été ce beau-frère parfait, attentionné, présent. Et moi j'avais parlé à des inconnus dans un coin du salon en attendant que ça se termine. En rentrant cette nuit-là dans le métro, j'avais regardé mon reflet dans la vitre sombre du wagon. Une femme de 62 ans avec une robe bordeaux et un sourire qui ne montait pas jusqu'aux yeux. Et j'avais pensé à ma mère, à ce qu'elle m'aurait dit si elle avait été là. Elle n'aurait pas parlé de pardon ou de patience. Ma mère était une femme qui avait traversé des choses réelles, des choses dures, et elle avait toujours dit que la dignité, ce n'était pas de tout accepter en silence, c'était de choisir ses batailles avec intelligence. Et c'est en novembre, un soir de novembre ordinaire, que le hasard ou peut-être quelque chose d'autre a décidé que c'était assez. Gérard était chez Sylvie ce soir-là. Il m'avait dit qu'il passerait la soirée là-bas pour régler des papiers administratifs liés aux travaux, des factures à vérifier, des garanties à classer. Il avait pris son manteau, ses clés, et il était parti. Mais il avait oublié son téléphone sur le canapé du salon. Je l'avais vu là, posé face contre le tissu du canapé, à moitié glissé entre le coussin et la coudoir. Je l'avais pris pour le poser sur la table, pour qu'il ne tombe pas, pour qu'il ne se perde pas. C'était le geste le plus naturel du monde. Et c'est en le posant sur la table que l'écran s'est allumé. Pas parce que je l'avais touché intentionnellement, parce que le mouvement avait suffi. Et j'ai vu. Pas tout de suite. L'écran ne montrait qu'une notification partielle, les premières lignes d'un message. Mais ces premières lignes m'ont arrêté net, parce que ce n'était pas le nom de Sylvie que j'ai vu. C'était un autre prénom, un prénom que je ne reconnaissais pas. Et les premiers mots du message étaient des mots que personne n'envoie à son frère. Je suis restée debout devant cette table pendant ce qui m'a semblé très long, les mains qui ne tremblaient pas encore, la tête qui essayait de comprendre ce que les yeux venaient de voir.
Et puis quelque chose s'est mis en place dans ma poitrine, lentement, comme une pièce de puzzle qu'on retrouve au fond d'une boîte et qui explique soudain pourquoi l'image ne ressemblait à rien depuis des mois. Ce n'était pas Sylvie le problème central. Ou plutôt, Sylvie était le problème, mais pas de la façon dont je l'avais cru. J'ai posé le téléphone. Je me suis assise. J'ai attendu que Gérard rentre. Il est rentré vers 22h30. Il a poussé la porte, a vu que j'étais encore levée dans le salon, et il a eu ce moment d'hésitation, imperceptible, mais réel. Il a demandé si tout allait bien. J'ai dit oui. J'ai dit qu'il avait oublié son téléphone. Je l'ai posé sur la table devant lui. Il l'a pris. Et quelque chose dans ses yeux, à ce moment précis, m'a confirmé tout ce que je n'avais pas encore su formuler. Pas de la culpabilité. Quelque chose de plus compliqué. De la résignation peut-être. Comme quelqu'un qui attendait depuis longtemps que quelque chose se produise et qui voit enfin arriver ce moment. Ce soir-là, on n'a pas parlé. On s'est couché dans le même lit et le silence entre nous avait une texture différente de tous les autres silences. Le lendemain matin, j'ai appelé mon fils Théo. Pas pour lui dire ce que j'avais vu, juste pour entendre sa voix. Il m'a demandé comment j'allais. J'ai dit que j'allais bien. Il y a eu une pause et il m'a dit « Maman, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles. » Je crois qu'il savait. Pas exactement ce que je savais, mais il sentait depuis longtemps que quelque chose ne tenait plus. Dans les jours qui ont suivi, j'ai fait une chose que je n'aurais jamais pensé faire. J'ai pris rendez-vous avec un avocat, pas pour décider quoi que ce soit encore, juste pour comprendre, pour savoir ce à quoi j'avais droit, ce qui m'appartenait dans cette vie qu'on avait construite ensemble pendant 31 ans. L'avocat s'appelait Maître Jourdain, une femme d'une 50aine d'années, avec des lunettes rondes et une façon de parler directe, qui m'a immédiatement mise en confiance. Elle m'a écoutée sans m'interrompre. Et à la fin, elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle m'a dit que les femmes qui attendaient trop longtemps avant de venir la voir perdaient souvent des années de leur vie à défendre ce qui leur appartenait depuis le début. J'avais compris. Quelques semaines plus tard, j'ai eu une conversation avec Gérard. Pas une dispute, une conversation. Je lui ai dit ce que j'avais vu sur son téléphone ce soir de novembre. Je lui ai dit que je ne voulais pas de mensonges supplémentaires, que je voulais juste la vérité, et que quelle que soit cette vérité, j'avais besoin de l'entendre de sa bouche. Il y a eu un long silence. Et puis, il a parlé. Ce qu'il m'a dit, je ne vais pas vous le raconter dans ses détails les plus intimes, parce que certaines choses appartiennent à la douleur privée et n'ont pas besoin d'être exposées. Mais l'essentiel, c'est que tout ce que j'avais senti depuis des mois était réel, que Sylvie le savait, que Sylvie avait couvert, facilité, organisé parfois, que les absences, les travaux, l'argent prêté, les soirées, tout ça avait servi à quelque chose que je n'aurais jamais dû avoir à découvrir seule dans mon salon un soir de novembre. Sylvie savait, et elle avait ri. Ce que j'ai fait ensuite, je l'ai fait sans bruit, sans scène, sans cri, sans appel téléphonique aux membres de la famille, pour partager ma douleur et alimenter les conversations du dimanche. J'ai fait les choses dans l'ordre, avec l'aide de Maître Jourdain, avec la présence discrète de mes fils qui n'ont jamais eu besoin que je leur explique tout pour comprendre que leur mère avait besoin d'eux. Le partage des biens s'est fait selon la loi. L'appartement de Villeurbanne qu'on avait acheté ensemble 20 ans auparavant était à nos deux noms. J'ai eu ma part. Les économies étaient communes. Ce qui restait après le prêt à Sylvie a été divisé équitablement. Gérard est parti vivre ailleurs, pas chez Sylvie, contrairement à ce que certains ont cru. Ailleurs. Dans un appartement plus petit, dans un quartier que je ne connaissais pas. Sylvie a essayé de m'appeler 2 fois. Je n'ai pas décroché. Elle a envoyé un message à Théo pour lui demander si je voulais lui parler. Théo lui a répondu qu'il transmettrait. Il ne m'a jamais transmis le message et je ne lui ai jamais demandé de le faire. Certains ponts, quand ils ont été traversés dans ce sens-là, n'ont plus besoin d'exister dans l'autre. Je vis seule maintenant à Aubervilliers depuis 8 mois. Un appartement plus petit que celui de Villeurbanne, mais qui est à moi, qui sent comme je veux qu'il sente, où je mets les meubles où je veux les mettre, où personne ne s'installe dans mes placards sans demander. Le matin, je bois mon café chaud, pas refroidi comme avant, parce que je n'attendais plus personne. Je lis, je marche dans le quartier. J'ai repris contact avec des amis que j'avais un peu perdus de vue pendant ces années où la vie de Gérard avait pris toute la place. Et l'argent que Sylvie avait emprunté, les 12 000 € que Gérard lui avait donnés sans me demander mon avis, eh bien, dans le cadre du divorce et du partage, Gérard en est redevable sur sa part. C'est son avocat qui gère ça maintenant avec Maître Jourdain. Je n'y pense presque plus.
Ce que je veux vous dire, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que la dignité ne fait pas de bruit. Elle ne claque pas les portes, elle ne poste pas de messages sur les réseaux, elle ne demande pas aux gens de choisir leur camp. Elle s'habille simplement, elle prend rendez-vous avec un avocat, elle boit son café chaud le matin et elle continue. Elle continue parce que c'est tout ce qu'on peut faire et c'est aussi la seule chose qui compte vraiment. Je m'appelle Aminata Diallo. J'ai 62 ans et j'ai appris tard, trop tard peut-être, mais j'ai appris que le silence peut être deux choses très différentes selon qu'on le choisit ou qu'on le subit. Pendant longtemps, j'ai subi le mien. Aujourd'hui, je le choisis. Et c'est une différence que personne ne peut voir de l'extérieur, mais que je sens chaque matin quand je me lève et que j'allume ma propre lumière dans mon propre appartement. Si cette histoire vous a touché quelque chose, écrivez justice dans les commentaires. Juste ce mot. Et si vous voulez continuer à entendre des histoires comme celle-là, restez ici avec moi.